Bonjour, chers élèves, bienvenue en cours d'économie. Je me présente, je m'appelle Aïda Seibi Gelouz, je suis professeur d'économie au lycée rue El Attarin à l'Ariana. Je vous ai présenté cette séance sous les directives de mon inspecteur, M. Azaïez Bouali. Notre séance d'aujourd'hui entame la partie 3 de votre programme sur le thème du développement durable. Dans cette partie, on aura affaire à 2 chapitres. Le premier chapitre concernant les coûts de la croissance fera l'objet de la séance d'aujourd'hui. Par contre, le deuxième chapitre, qui s'intéresse à la notion du développement durable, sera effectué avec mon collègue lors d'une prochaine séance. En effet, ce chapitre des coûts de la croissance sera subdivisé en 2 sections. La première, pour mettre en évidence les coûts socio-économiques de la croissance, alors que la deuxième section pour mettre en évidence les coûts environnementaux engendrés par la croissance économique. Dans la première section, on va subdiviser le travail en 2 étapes. D'abord, on va présenter les coûts humains et sociaux de la croissance économique. Par la suite, on va s'intéresser à la persistance des inégalités. Puis, dans la deuxième section, on va d'abord commencer par montrer que la croissance économique génère une dégradation de l'environnement, puis on va enchaîner avec les autres coûts environnementaux, à savoir l'épuisement des ressources naturelles. Voilà. Commençons tout de suite par notre chapitre d'aujourd'hui. Les coûts de la croissance. Lors des 2 parties précédentes de votre programme, la première concernant la croissance et ses facteurs, ainsi que la deuxième concernant les mutations des structures économiques au cours de la croissance, vous avez étudié l'aspect aussi bien quantitatif que qualitatif de la croissance. Et au bout de ces 2 parties, on a retenu cette définition de la croissance. C'est une augmentation durable des richesses créées accompagnée par des mutations des structures économiques qui se manifestent entre autres par l'amélioration du niveau de vie moyen des individus. Qu'en est-il pour la notion de coût? Quand est-ce qu'on parle de coût et pourquoi on parle de coût de la croissance en particulier? Alors, ce que veut dire qu'une action a un coût, c'est qu'on veut dire par le fait que cette action présente une dimension de risque, c'est qu'elle a des conséquences négatives ou qu'elle engendre des effets pervers. Donc, la croissance qui présente des coûts veut dire que la croissance n'a pas que un bon côté, elle a aussi un mauvais côté. La croissance n'a pas que des effets positifs, elle a aussi des effets pervers, d'où elle est un phénomène limité. C'est pour cela qu'on va s'intéresser au coût de la croissance. Passons tout de suite au contenu de la première section, à savoir les coûts socio-économiques. On va se pencher d'abord sur les coûts humains et sociaux, puis on va montrer que les inégalités qui existent d'ores et déjà, même avant la croissance, elles vont persister encore et encore. Comme on a l'habitude de le faire en classe, on va recourir à l'exploitation de documents. Ce premier document tiré de votre manuel scolaire s'intitule « La croissance, mais à quel prix ?» C'est pour cela qu'on va essayer d'exploiter ce document pour en extraire des idées importantes qui nous aideront à répondre à notre problématique, à savoir de quels coûts humains et sociaux parle-t-on lorsqu'on dit qu'il y a croissance économique. Je commence tout de suite par la lecture. Dès les années 60, une question que l'on commence à se poser est mise au premier plan. La croissance est-elle nécessairement synonyme de l'amélioration du bien-être? À plus d'un titre, elle commence à être contestée. En effet, il apparaît que la croissance n'a pas engendré
que des bienfaits. Le phénomène d'urbanisation intensive conduit à une destruction des villes avec son cortège de bidonvilles, de délinquance, d'embouteillage, etc. Des maladies nouvelles se développent, entre autres les maladies nerveuses et mentales, le cancer, les maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, cette première partie du document va nous permettre de dégager tous les effets pervers engendrés par la croissance économique sur le côté humain et le côté social, que j'ai exprès ici coloré en rouge. Pour cela, je vais passer à ce type de schéma dans lequel je vais noter tout ce que j'ai bien pu dégager du document. Alors, d'un côté, on n'oublie pas de mentionner que la croissance engendre des bienfaits, qu'elle est synonyme de l'amélioration du bien-être. Mais ce qui nous importe le plus aujourd'hui, pour répondre à notre problématique concernant quels sont les coûts de la croissance, il faut mentionner que la croissance engendre une urbanisation intensive, une destruction des villes, la propagation des bidonvilles, l'augmentation des embouteillages et le développement de la délinquance, bien évidemment. Alors, j'ai préféré utiliser ce genre de document pour bien visualiser de quoi on parle lorsque on dit urbanisation intensive. Eh bien, comme on peut le voir ici, l'urbanisation, c'est l'agrandissement des villes. D'accord? Pas seulement la capitale, mais toutes les principales villes du pays, là où il y a croissance. Donc, comment ces villes s'agrandissent? D'abord, elles s'étalent horizontalement et elles s'agrandissent. La superficie devient beaucoup plus importante, mais à l'intérieur des villes, on peut même remarquer une forte densité populaire, c'est-à-dire un grand nombre d'habitants par kilomètre carré. C'est ce qui va enchaîner d'autres problèmes, à savoir la nécessité d'augmenter la ville, non seulement horizontalement, mais aussi verticalement. C'est ce qui nous emmène à construire de plus en plus d'immeubles, parce que la population est très dense. Et bien sûr, jusqu'à construire des gratte-ciel dans certains pays riches. De même, dans les grandes villes, suite à l'urbanisation intensive, on ne peut éviter des coûts humains et sociaux tels que les embouteillages, les problèmes de transport, les problèmes de logement, bien évidemment, puisque la population est extrêmement nombreuses, donc on va avoir un trafic très dense dans les rues et la population va augmenter le nombre de moyens de transport aussi bien publics que privés et les embouteillages se multiplient avec les problèmes qui vont être conséquents par la suite, tels que le fait que la population va passer beaucoup plus de temps dans la rue à cause de ces embouteillages, aussi bien pour aller travailler que pour rentrer chez soi. Alors, quand on parle d'urbanisation intensive, ça veut dire que les grandes villes s'agrandissent et s'élargissent parce qu'il va y avoir de plus en plus de banlieues. Mais toutes les banlieues ne se développent pas de la même façon. Certaines vont se développer, comme le montre cette photo, de façon anarchique, c'est-à-dire dans le désordre total. C'est-à-dire avant même que l'État arrive à aménager le territoire avec l'offre des services publics non marchands, la population va s'entasser dans ces quartiers dans des conditions, comme vous pouvez le voir ici, tellement précaires, tellement graves, tellement désastreuses et bien sûr avec des constructions et des problèmes de logement, ainsi comme le montre la photo, donc où il n'y a même pas les conditions minimales de vie décente ou pour vivre en dignité. En effet, l'extension des villes donc engendre inévitablement la multiplication de ces quartiers anarchiques qu'on appelle les bidonvilles, avec tous leurs problèmes humains et sociaux. De même, lorsqu'on parle de coûts humains et sociaux, on ne peut pas nier le fait que certains services publics non marchands vont être débordés à cause de cette population très intense.
le plus grave, c'est que le service de santé va être débordé. La population très élevée va augmenter la demande pour les services de santé, pour les lits à l'hôpital, pour les médicaments, pour la prise en charge de la part de l'État. Et l'État peut se trouver même débordé et dépassé et incapable d'offrir un service sanitaire de bonne qualité. Un autre service public qui pourrait être touché par ces phénomènes-là conséquents à la croissance économique, à savoir l'enseignement, qui est un service public non marchand très important. Comme on peut le voir ici, on peut avoir affaire à des salles de classe tellement surpeuplées, tellement encombrées, que même avec la présentation des équipements pour l'enseignement, ça reste toujours insuffisant pour assurer une bonne qualité de ce service public, malheureusement. On peut aussi parler, comme a dit le document tout à l'heure, de la propagation des maladies, avec un surpeuplement, avec des problèmes tels que l'encombrement dans les villes, avec le manque de bons services de santé. Les maladies se multiplient, voire même des pandémies, jusqu'à impacter par la suite la croissance économique de ces pays. Comme on peut le voir ici, dans les pays les plus riches au monde, la pandémie a négativement impacté leur croissance du PIB à cause de la propagation des maladies de façon très rapide. Alors, le document de tout à l'heure nous a même parlé de la propagation d'un phénomène négatif, à savoir la délinquance. La délinquance sous toutes ses formes. Alors, on peut parler de délinquance en commençant par la plus simple forme qui est le vol, jusqu'à arriver à des formes de délinquance encore plus graves et qui touche surtout les jeunes. Et là, on parle de la délinquance juvénile, donc des braquages dans les rues, de l'harcèlement, de la violence, jusqu'à arriver à la forme la plus grave qui est la criminalité. De nos jours, avec la croissance et le progrès technique, apparaît une autre forme moderne, malheureusement, de criminalité, à savoir la cybercriminalité. Alors, revenons à notre document de tout à l'heure et continuons par le deuxième paragraphe. Toujours pour répondre à la même problématique, quels sont les autres coûts humains et sociaux liés à la croissance économique? Par ailleurs, la société de consommation sur laquelle repose la croissance économique privilégie une civilisation de l'avoir et rend encore plus sensible le problème des exclus de la croissance. De plus, la croissance est obtenue en premier lieu par une augmentation de la productivité des facteurs de production. Concrètement, cela signifie que les travailleurs devront travailler plus efficacement et qu'ils devront intensifier l'effort de production. Cela signifie, par exemple, une accélération des cadences, du stress et de la fatigue. Pareil, tout ce qui est coloré en rouge est relatif aux différents coûts que génère la croissance économique, que je vais encore une fois revenir à mon schéma de tout à l'heure pour en prendre note. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter du bon côté de la croissance? C'est que, heureusement, elle favorise la société de consommation. Elle permet d'augmenter la productivité des facteurs de production. Les travailleurs sont plus productifs et le capital l'est aussi. Mais ce qui nous importe, c'est de mettre l'accent sur les coûts de la croissance, ces effets pervers. Donc la croissance qui, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, engendre beaucoup de problèmes liés à l'urbanisation intensive, elle provoque aussi l'exclusion de certains individus qui vont se sentir exclus de la société, exclus des fruits de la croissance. Ils n'en bénéficient pas. Ces individus-là vont aussi souffrir de l'accélération des cadences, c'est-à-dire le rythme du travail. Ils sont obligés d'intensifier l'effort au travail pour être productifs parce que ça devient une exigence impériale et
et ils vont subir le stress et la fatigue dans le travail et dans la vie quotidienne de façon générale. Alors, cette première photo nous permet de voir que les entreprises robotisées sont de plus en plus présentes de nos jours grâce à la croissance économique. La conséquence directe de cette robotisation au niveau des entreprises, c'est, comme le montre la caricature satirique en bas, c'est le fait que la machine va remplacer l'homme. Évidemment, ce travailleur va se sentir exclu et va se retrouver au chômage. De même, le fait que pour être productif, on est obligé de travailler tout le temps, sans arrêt, à être chaque jour encore plus productif que le jour d'avant, à rester toujours dynamique, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les préoccupations quotidiennes. Alors, le fait aussi d'avoir sur le dos l'objectif de recevoir un revenu très important pour vivre décemment et le fait d'être toujours connecté ou lié ou dépendant des moyens de communication ou de la technologie, ça ne peut que favoriser le stress dans le travail, de détériorer les conditions de travail et de laisser bien sûr propager d'autres maladies mentales, des maladies psychiques, des maladies qui vont s'aggraver de plus en plus. Alors, enfin, pour retenir tout ce qu'on vient de voir concernant les coûts humains et sociaux. Donc, notre point de départ, c'était la croissance. Et on vient de voir que la croissance cause l'urbanisation intensive, mais surtout anarchique. Suite à cela, vont apparaître des bidonvilles. Je peux dire que tout cela ne peut que engendrer des problèmes de logement, de transport et bien d'autres problèmes. Malheureusement, les services publics vont devenir insatisfaisants. Beaucoup d'autres problèmes vont faire exploser le chômage dans le pays. Les conditions de vie des uns et des autres, surtout des exclus de la croissance, vont se détériorer. Tout cela, toute cette combinaison ne peut que laisser propager les maladies, le stress et la délinquance, surtout quand elle est juvénile. Et là, on peut dire que la croissance génère des coûts humains et sociaux. Revenons à notre plan de section 1 concernant les coûts socio-économiques et rappelons qu'on a besoin de montrer aussi que la croissance engendre encore plus d'inégalités. Elles existent déjà, mais elles vont s'accentuer. Elles existent déjà, mais elles vont s'aggraver. Elles existent déjà, mais elles vont toucher encore plus de catégories sociales. Donc, commençons par un autre document tiré de votre manuel scolaire qui s'intitule « Les oubliés de la croissance ». Alors, qui sont ces oubliés de la croissance? Elle oublie qui la croissance et qui sont les catégories sociales qui vont être touchées par les inégalités et qui sont oubliées par la richesse de la croissance économique. La croissance délaisse totalement une fraction de la population qui reste dans la misère. En effet, malgré un revenu par habitant en constante progression, il subsiste dans tous les pays des catégories sociales qui ne bénéficient pas des fruits de la croissance. Les formes de pauvreté traditionnelles couvrent les individus les plus défavorisés, à savoir les ouvriers et les travailleurs immigrés, et les retraités les plus âgés aussi. Avec la crise économique, cette pauvreté s'est même accrue ces dernières années et a donné naissance à ce que l'on nomme la nouvelle pauvreté. Il s'agit de nouvelles catégories sociales victimes des mutations économiques en cours et qui deviennent marginalisées. Ce sont des jeunes sans formation professionnelle, des commerçants ou artisans écrasés par la concurrence, des cadres rejetés par les restructurations d'entreprises. Cette pauvreté est souvent liée au développement du chômage de longue durée et aux problèmes d'insertion et de réinsertion sur le marché du travail. Donc, pareil, toujours la même méthode. Tout ce que j'ai coloré en rouge, je vais l'utiliser dans mon schéma pour récapituler
tout ce que je viens de dégager. Alors, on ne peut pas nier le fait que la croissance se manifeste par des mutations structurelles qui favorisent la progression constante du revenu par habitant. C'est ce que vous avez déjà vu dans le cadre de la partie 2 du programme et plus précisément dans le chapitre concernant l'amélioration du niveau de vie moyen de la population et l'augmentation du RNB par habitant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre l'accent sur les formes d'inégalité et l'aspect coûteux de la croissance économique sur l'économie et la société. Donc, on peut dire que la croissance n'est pas bénéfique à toutes les catégories sociales. Et comme elle ne touche pas, elle ne favorise pas tout le monde, elle est donc inégalitaire. Car certaines catégories vont rester défavorisées alors que d'autres vont être favorisées. Certaines catégories vont rester marginalisées alors que d'autres vont profiter des richesses de la croissance. On peut parler aussi de la pauvreté et du chômage qui s'accroissent à cause de la croissance économique. Donc, une image qui illustre bien ce qu'on veut dire par inégalité sociale. Alors, cette balance, elle met d'un côté les 85 personnes les plus riches au monde, et là, on voit bien qu'il s'agit d'une minorité de personnes dans le monde qui sont extrêmement riches, qui vivent dans des niveaux de vie extrêmement élevés et qui bénéficient de revenus ou de sources de richesses très élevées, à savoir 20 milliards de dollars par personne en tant que patrimoine moyen, d'où l'extrême richesse des uns. De l'autre côté, le reste qui représente la moitié de la population mondiale, à savoir 3,5 milliards de personnes, sont considérées comme étant les plus pauvres sur la planète. Ces personnes sont pauvres parce que de l'autre côté, on dirait que chacun ne dispose que à peu près de 486 dollars par patrimoine moyen, donc du côté des pauvres. D'où cet écart, ce fossé grandissant, choquant entre la richesse des uns et la pauvreté des autres. Alors, cet écart se voit aussi par cette photo prise du ciel qui montre que dans la même ville, avec la croissance économique, on a affaire à deux mondes qui se côtoient, d'où la croissance est génératrice d'une société à deux vitesses. D'une part, on a une société riche qui n'a aucun problème de logement, mais plutôt des logements extrêmement luxueux où tous les besoins fondamentaux et même secondaires sont satisfaits. De l'autre côté, on a une population marginalisée, exclus, défavorisés, qui sombrent dans la pauvreté, qui vivent dans les bidonvilles, où les conditions minimales de la dignité ne sont même pas assurées. Alors, passons à un autre texte, toujours de votre manuel scolaire, et où le titre est sous forme d'interrogation. Étant tous égaux devant le chômage? Et la problématique liée à ce titre, ou la question annexe à ce document, donc nous demande de voir qui sont les chômeurs et pourquoi ils sont au chômage, et de montrer comment le chômage se propage à cause de la croissance économique. La croissance économique est le principal moteur des créations d'emplois. L'embellie du marché de l'emploi va de pair avec l'accélération de la croissance. Toutefois, les suppressions d'emplois sont nombreuses, particulièrement en période de ralentissement de l'activité économique, du fait que la baisse des offres d'emploi et l'augmentation des licenciements économiques contribuent à l'aggravation du chômage. Mais derrière un même taux de chômage peuvent se cacher des situations très différentes. Dans certains cas, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire le risque de tomber au chômage qui est importante. En revanche, pour d'autres, comme les chômeurs âgés, c'est l'employabilité, c'est-à-dire la probabilité de sortir du chômage qui est malheureusement faible. Donc, je vais prendre toutes les informations colorées en rouge et je vais les placer dans mon schéma. Donc, en réalité, la croissance économique est bel et bien un moteur principal pour les créations d'emplois
parce qu'elle nous permet de créer encore plus d'emplois. Mais en même temps, pour montrer son côté coûteux sur le marché de l'emploi, on remarque que la croissance économique est particulièrement en phase de récession. Elle provoque l'aggravation du chômage, elle cause la baisse des offres d'emploi, elle augmente les licenciements économiques du côté des entreprises, elle supprime des postes. Tout cela augmente la vulnérabilité et affaiblit l'employabilité. Certains vont être face à des risques plus élevés pour se retrouver au chômage, d'autres vont subir une faible employabilité parce qu'ils ont plus de difficultés à décrocher un emploi. Alors, cette image illustre bien ces inégalités liées à l'emploi. D'un côté, on a une partie de la population qui décroche un emploi, donc qui a un revenu, donc qui a des sources de richesse pour vivre décemment et satisfaire tous ses besoins fondamentaux et même ses besoins secondaires. De l'autre côté, on a une partie de la population qui est exclue, qui est défavorisée, qui reste marginalisée, voire même vivre dans l'extrême pauvreté parce que, comme le montre ici l'image, donc c'est un SDF, un sans domicile fixe. Et bien sûr, cela va montrer jusqu'à quel point on peut remarquer l'écart social et les inégalités liées à l'emploi. Donc, ces statistiques relatives à l'économie française et qu'on peut généraliser dans beaucoup de pays où il y a croissance économique montrent l'hétérogénéité face à l'emploi, surtout chez les jeunes. Donc, un jeune diplômé a 3 fois plus de chances de décrocher son premier poste d'emploi qu'un jeune du même âge, mais qui n'est pas diplômé, qui n'est pas formé et qui n'est pas qualifié. De même, on peut remarquer que les jeunes diplômés, donc pour décrocher leur premier emploi, cela leur nécessite quelques mois, pas beaucoup, mais un jeune qui n'est pas diplômé, il peut même attendre jusqu'à une année ou voire plus pour retrouver un emploi. Ces inégalités se montrent aussi au niveau des jeunes qui sont nationaux et des autres jeunes qui sont d'une descendance immigrée, c'est-à-dire qui viennent de l'étranger pour travailler. Alors, les immigrés ont 2 fois plus de risques de de rester au chômage, ne pas trouver un emploi, qu'un jeune qui est national. D'où ces inégalités. Alors, la vulnérabilité et le risque de se retrouver au chômage est lié à la précarité de l'emploi offert pour certains. Alors, cette caricature illustre bien un employeur qui est en train de réfléchir quel type d'employé va-t-il recruter. Alors, il va tout de suite penser aux travailleurs clandestins. Il pense que ce sont des travailleurs idéaux. Pourquoi? Parce que ça l'arrange amplement, parce que ce sont des travailleurs qui sont en situation illégale et qui peuvent accepter de travailler sans contrat de travail, qu'il peut licencier plus tard sans même les indemniser, qu'il peut les employer ou les recruter sans payer pour eux les cotisations sociales. Et ces travailleurs-là peuvent, à cause de la précarité de leur emploi, donc ne pas bénéficier de la syndicalisation ou de la défense par les syndicats. Et même dans les cas extrêmes, en cas d'accident de travail, à cause de leur situation précaire, instable, ces travailleurs peuvent même pas être pris en charge ou rémunérés ou hospitalisés. Alors, une autre caricature encore pour rappeler que certains ont une faible employabilité. Donc, pour sortir du chômage, comme le montre cette caricature, certains ne peuvent espérer que des situations pas durables, occasionnelles, de courte durée, rien que pour sortir du chômage. Mais ce n'est pas une vraie employabilité, ce n'est qu'un bouche-trou, comme a dit ce jeune homme, parce qu'il a trouvé du travail, mais ce n'est pas un travail à contrat à durée indéterminée, ce n'est qu'un CDD, un contrat à durée déterminée.
Enfin, on a parlé tout à l'heure dans le document du problème de l'employabilité des plus âgés. Pourquoi? Parce qu'avec la croissance, le progrès technique s'accélère et les technologies sont de plus en plus sophistiquées, ce qui fait qu'on pense que plus on est âgé, et plus qu'on cherche de l'emploi, moins qu'on est recruté, moins qu'on est chanceux, parce que le plus âgé va être supposé comme étant déqualifié, dépassé et bien sûr moins dynamique, moins productif, d'où leur faible employabilité. Alors, enfin, pour retenir l'essentiel de toute cette partie concernant les inégalités qui persistent, j'ai préféré schématiser tout ça dans une pyramide pour montrer que la base de la pyramide, c'est-à-dire la grande masse de la population, donc contient malheureusement des pauvres et des marginalisés. Par contre, quelques personnes, quelques catégories sociales qui sont minoritaires sont des riches et défavorisés. D'où on peut parler d'inégalité au niveau des revenus. Les inégalités, on les a déjà vues, se présentent aussi au niveau de l'emploi. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des travailleurs qui sont très chanceux et qui sont dans une situation aisée et confortable grâce à leur forte employabilité et faible vulnérabilité. Par contre, les autres catégories dont on a parlé tout à l'heure, donc sombrent dans la pauvreté et donc sont défavorisés parce qu'ils subissent une forte vulnérabilité et une faible employabilité pour les raisons qu'on vient de citer. Passons maintenant à la section 2 concernant les coûts environnementaux. Donc, la croissance n'engendre pas que des effets pervers sur l'économie et la société. Elle engendre aussi des effets pervers sur l'environnement. D'où, on va montrer dans la première partie que la croissance est la principale cause de la dégradation de l'environnement. Puis, on va passer à l'autre partie pour montrer que c'est à cause de la croissance que les ressources naturelles de nos jours sont épuisées. Commençons tout de suite par la première partie. Donc, on va recourir à ce document qui s'intitule « Les coûts environnementaux » et on va prendre la première tranche. Ce premier paragraphe va nous permettre de faire la même chose que tout à l'heure, de dégager tous les effets pervers sur l'environnement. Alors, la croissance économique et technologique, depuis la révolution industrielle, a favorisé une augmentation spectaculaire de la population mondiale, ce qui contribue à de nombreuses pressions sur l'environnement. Les pays industrialisés produisent la grande majorité de la pollution et des déchets dans le monde, alors que les pays riches représentent seulement environ 1/6 de la population mondiale, ils génèrent environ les 2/3 des déchets industriels mondiaux. Mais la pollution compromet aussi le développement économique dans les pays pauvres. Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, fournissent actuellement plus de 80% de l'approvisionnement mondial en énergie. Toutes les sources de combustible contribuent aux émissions de carbone responsables du changement climatique mondial. Les émissions de différents gaz à effet de serre piègent la chaleur près de la surface de la Terre et qui conduit non seulement à une tendance générale au réchauffement climatique, mais aussi à l'élévation du niveau de la mer, à des perturbations écologiques et à une augmentation du nombre d'événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations et les sécheresses. Voilà donc, je vais tout prendre et noter dans mon schéma. Alors, la croissance est bénéfique parce que depuis la révolution industrielle, on a eu affaire à une croissance économique et technologique. Ces deux phénomènes-là, à leur tour, ont favorisé l'augmentation de la population mondiale et ont permis d'approvisionner le monde en énergie et en combustibles fossiles, très importants pour soutenir la croissance et encore. Mais ce qui nous est ce qui répond à notre problématique, c'est de dire que la croissance a causé d'énormes pressions sur l'environnement. Alors comment
en augmentant la pollution par les déchets industriels et en accélérant le réchauffement climatique par les gaz à effet de serre, ce qui a généré des perturbations écologiques telles que les inondations, les ouragans et bien d'autres. Alors, pourquoi on parle de pollution? Justement, on parle de pollution notamment du sol ou de la terre parce que comme le montrent ces chiffres-là, donc dans les pays les plus riches, la population française ainsi que la population américaine sont extrêmement responsables du gaspillage alimentaire et des déchets domestiques qui polluent la Terre et la planète. On voit que par personne, le déchet peut aller jusqu'à 67 kg par Français et jusqu'à 95 kg par consommateur américain. Toutes ces poubelles, tous ces déchets domestiques ne peuvent que polluer le sol. Alors, ces différentes pollutions par les déchets domestiques, mais aussi, on n'oublie pas les déchets industriels, ensemble, ne vont pas que polluer la terre ou le sol. Ça va aller jusque dans les fleuves, jusque dans les rivières et jusque dans la mer. D'où même la pollution de l'eau est liée à la croissance économique. On ne parle pas seulement de la pollution du sol et de l'eau, on parle aussi de la pollution de l'air. Les multiples usines, donc à cause de la croissance économique, sont les principales responsables du dégagement du CO2 dans l'air. Et on voit aussi les feux de forêt, le chauffage domestique. Et évidemment, le premier responsable, c'est les moyens de transport. Tous ces facteurs-là sont la cause principale du dégagement du CO2, du carbone dans l'air. Tout cela va être émis pour pénétrer et aller dans l'atmosphère, pour trouer la couche d'ozone, pour que plus tard, voilà, on va souffrir avec le rayonnement solaire qui va taper très fort. Et donc, tout cela explique pourquoi on est en train de subir le réchauffement climatique de nos jours et l'augmentation de la température de façon très perturbante. Alors, cette même zone à intervalle de temps écarté, donc montre bien jusqu'à quel point le réchauffement climatique est grave pour la nature. Parce qu'en 1941, regardez comment elle était une zone enneigée et en 2004, cette même zone ne présente presque plus de neige, elle est devenue une autre forme de région, donc toute la neige a fondu, la fonte de glace, c'est la conséquence immédiate du réchauffement climatique et bien sûr, c'est ce qui explique par la suite la remontée du niveau de la mer. Alors, pour retenir l'essentiel des coûts environnementaux dans la première partie, on va dire que la croissance est la cause essentielle de la dégradation de l'environnement. Pourquoi l'environnement est dégradé? Parce qu'il y a la pollution de l'air, des sols et de l'eau, mais aussi parce qu'il y a le réchauffement climatique qui provient des émissions de gaz à effet de serre. Passons maintenant à l'autre partie des coûts environnementaux concernant les ressources naturelles. Alors, on revient au même document de tout à l'heure et on va exploiter sa deuxième partie. La croissance économique a aussi été accompagnée par une augmentation de la demande pour les ressources naturelles, ainsi que l'augmentation des gaspillages et des dommages causés aux écosystèmes. L'épuisement des ressources renouvelables et non renouvelables importantes a accompagné la croissance économique. Beaucoup de pêcheries dans le monde sont en déclin en raison de la surpêche. Les forêts tropicales disparaissent à un rythme rapide. Près d'1 milliard de personnes vivent dans des pays où l'eau utilisable est en quantité insuffisante et les sources d'approvisionnement en eau continuent d'être surutilisées et polluées. Voilà, je vais tout prendre pour enrichir mon schéma de tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? C'est que la croissance, malheureusement, elle endommage l'écosystème en épuisant les ressources naturelles renouvelables, mais aussi les ressources non renouvelables. Donc, elle entraîne des problèmes pour les forêts, pour les animaux, pour les plantes, pour l'eau,
et bien d'autres problèmes. Alors, voilà donc cette photo donc montre bel et bien jusqu'à quel point le problème des ressources naturelles non renouvelables est grave, jusqu'à quel point on risque sur la planète de subir l'épuisement de plus en plus rapide des deux ressources les plus importantes, à savoir le pétrole et l'eau. Donc le phénomène, il est en train d'augmenter, il est en train de s'accélérer. Vous voyez ici la quantité de ces deux ressources qui a fortement diminué. Cette réduction ou cet épuisement risque de continuer et on anticipe que le phénomène va encore s'aggraver parce que les ressources vont encore être épuisées. Alors, quand on parle de ressources, on parle de l'eau, la ressource la plus vitale par excellence. Donc, la croissance est responsable du phénomène de la raréfaction de l'eau. L'eau devient rare et surtout l'eau potable. Donc, dans certains pays, il faut puiser encore plus profondément pour trouver l'eau pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. De même, on a parlé dans le document du problème lié aux forêts et ces deux cartes géographiques du monde à intervalles de temps montrent comment était la superficie des forêts d'il y a 12 000 ans et comment sont les superficies aujourd'hui. Donc la superficie en vert relative à l'étalement des forêts est très flagrante entre comment était avant, comment est devenu aujourd'hui. D'où on peut parler du problème de la déforestation. Alors, ces problèmes, ces coûts engendrés par la croissance, à savoir le réchauffement climatique, la raréfaction de l'eau et la pollution du sol, ne peuvent que engendrer par conséquent un problème appelé la désertification. Les terres sont de plus en plus désertes, les terres sont de plus en plus chauves, les terres sont de plus en plus stériles et on va souffrir du manque de terres fertiles. Alors, tous ces problèmes ne sont pas comme s'ils n'étaient pas suffisants. Alors, on ajoute à ces problèmes de pollution, de déforestation, de raréfaction de l'eau, on ajoute l'érosion du sol parce que le réchauffement climatique, parce que le manque d'eau ne peuvent qu'entraîner une telle érosion pour la terre. Alors, je vous invite maintenant à visualiser avec moi une très courte vidéo pour voir qu'en est-il concernant les espèces animales, surtout maritimes, suite à l'aggravation de la pollution à cause de la croissance économique.
quelle était donc la situation de certaines espèces animales qui sont en voie d'extinction à cause de la pollution générée par la croissance économique. Enfin, pour retenir l'essentiel concernant ce deuxième coût environnemental, qui est l'épuisement des ressources naturelles, on peut l'expliquer par d'abord l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables telles que la diminution des quantités d'eau, de gaz et de charbon et de pétrole, mais aussi on peut l'expliquer par l'épuisement des ressources naturelles renouvelables. C'est pour cela qu'on parle de déforestation, qu'on parle de désertification des terres fertiles, qu'on parle d'érosion du sol, de raréfaction de l'eau et de l'extinction des espèces animales et végétales. Voilà donc, ma leçon se termine ainsi. Pour synthétiser avec vous, je peux rappeler que la croissance économique entraîne des effets positifs, puisqu'on a déjà vu lors des deux précédentes parties que puisqu'elle a un aspect quantitatif, elle accroît les richesses produites, et puisqu'elle a un aspect qualitatif, elle améliore le niveau de vie moyen. Notre séance d'aujourd'hui, dans notre chapitre, on a mis l'accent sur les coûts de la croissance et on vient d'expliquer qu'elle entraîne des coûts socio-économiques puisque la croissance provoque des coûts humains et sociaux et la croissance accentue les inégalités des revenus et de l'emploi. On vient de montrer aussi que la croissance est coûteuse car elle entraîne des coûts environnementaux. Pourquoi? Parce que la croissance dégrade l'environnement et la croissance aussi accélère l'épuisement des ressources naturelles. Alors, pour terminer ma séance d'aujourd'hui, je vous propose de faire quelques évaluations tirées de quelques exemples de questions de dissertation qui ont été proposées dans des anciens examens de baccalauréat. Je commence par la première. Après avoir montré que la croissance économique améliore le niveau de vie moyen de la population, expliquer comment elle génère des inégalités sociales. De telles questions sont très claires, nettes et directes. Elles présentent les deux parties du plan de façon distincte et on comprend tout de suite que dans la première partie, on va montrer et dans la deuxième partie, on va expliquer. Qu'est-ce qu'on va montrer dans la première partie? Que la croissance améliore le niveau de vie moyen de la population. Et cette partie-là nous renvoie vers le contenu du chapitre intégré dans la partie 2 de votre programme. Par contre, la deuxième partie de notre dissertation nous renvoie vers notre chapitre qu'on vient d'étudier aujourd'hui, puisqu'on doit expliquer comment la croissance génère des inégalités sociales, d'où on a affaire au contenu de la première section concernant les inégalités. Passons à une deuxième évaluation. Montrer que la croissance économique engendre la hausse de la consommation des ménages et que cette dernière menace l'environnement naturel. Pareil, une question où il y a deux fois le même verbe d'action montré et où les deux parties sont distinctes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la première partie? On va montrer. Et même dans la deuxième partie, on va montrer aussi. On va montrer dans la première partie que la croissance engendre la hausse de la consommation, toujours par référence au contenu de la partie concernant l'amélioration du niveau de vie, mais dans la deuxième partie, on doit montrer que la hausse de la consommation, c'est-à-dire le point d'arrivée de la première partie, devient point de départ de la deuxième partie. Donc, cette hausse de la consommation, on doit montrer comment elle menace l'environnement naturel. Et là, c'est le contenu qu'on vient de voir tout à l'heure lors de cette séance relatif aux coûts environnementaux. Troisième évaluation que je vous propose, montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine, mais elle risque de le menacer dans sa dimension environnementale. Une telle question peut être aussi directe, considérée comme question directe et claire, parce qu'il y a une ponctuation entre les deux parties du développement et parce qu'il y a un « mais ».
Donc, dans la première partie, on va montrer. Dans la deuxième partie, on va montrer aussi. Mais autre chose, donc avec une certaine relativité. Donc, la première partie donc, nous renvoie vers le prochain chapitre donc, suivant au chapitre coût de la croissance pour montrer que la croissance favorise le développement dans sa dimension humaine. Dans la deuxième partie, qui est relative à notre chapitre d'aujourd'hui, il s'agit de montrer que la croissance menace le développement dans sa dimension environnementale. Et puisqu'on parle de la dimension environnementale, donc on parle des coûts environnementaux. D'ailleurs, dans la formulation de la question, ils ont utilisé le « mais » pour montrer que vous allez passer du positif au négatif. Ils ont utilisé le terme, le mot « risque », qui a une connotation négative, et ils ont utilisé le verbe menacer, pareil, pour nous ramener vers les coûts. Alors, dernière évaluation, dites dans quelle mesure la croissance économique est favorable au développement dans sa dimension humaine. Donc, une telle question qui est relativement courte par rapport aux autres, généralement ne présente qu'une partie du développement, c'est-à-dire la première. Et surtout qu'on utilise de tels termes comme « dites dans quelle mesure », des termes qui nous renvoient vers des sujets nuancés, comme par exemple lorsqu'on utilise le « si » du conditionnel, le « toujours », comme lorsqu'on vous demande de « peut-on affirmer que », de montrer que c'est une condition nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Toutes ces formulations montrent que le plan est nuancé. Donc, à partir de ce terme, on comprend que la première partie, c'est ce qu'on nous demande de montrer directement dans la question, de montrer que la croissance est favorable au développement dans sa dimension humaine. Et comme je l'ai dit, ça fait partie du thème du prochain chapitre suivant. Dans la deuxième partie, pour faire la nuance, on va plutôt montrer que la croissance n'est pas toujours favorable au développement dans sa dimension humaine. Et comme elle n'est pas toujours favorable, c'est qu'elle est défavorable. Elle est défavorable parce qu'elle est coûteuse. Donc, on parle de coûts. De quels coûts? Bien évidemment, des coûts socio-économiques. D'accord? Alors, ainsi s'achève ma leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de tout mon cœur beaucoup de courage, beaucoup de chance pour l'examen. Au revoir.